C'est le véhicule du roi. Très heureux de vous retrouver après la première partie du JDS tout à l'heure, consacrée autour de l'actualité nationale. Voici venue la seconde qui est consacrée, elle, au débat. Débat avec des invités, plusieurs sujets. Interpellation de l'imam Dr Mohamed Chak Kindo. Et nous allons aller au Sénégal avec Sonko à l'Assemblée nationale. Une question, risque de blocage institutionnel. Et enfin, Bénin, prestation de serment de Romuald Wadani. Défis et rapports avec les pays voisins, notamment évidemment l'AES. Eh bien, le mardi dernier, la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB en abrégé a annoncé l'interpellation de l'imam Dr Mohamed Chak Kindo, tout en précisant ne rien savoir, en tout cas des circonstances ni des raisons de l'arrestation. La Fédération a confié avoir engagé des démarches auprès des autorités compétentes. Elle a appelé les fidèles musulmans au calme, à la retenue et au respect des institutions. Et pourtant, une manifestation pour exiger la libération de l'imam a été dispersée par les forces de l'ordre. Et jeudi, le gouverneur de la région du Kadiogo a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre de la grande mosquée du mouvement sunnite de Ouagadougou pour, et c'est précisé, risque de troubles à l'ordre public. Des invités, je le disais, pour aborder ces questions avec nous autour de cette table, et je m'en vais donc vous les présenter. Nous sommes avec Dr Olo Pépéyen, il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Nous sommes aussi avec Dr Parfait Boudou, il est écrivain et critique littéraire. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir et bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et Labidi Naba, il est porte-parole du mouvement Face aux causes, aussi porte-parole de la CNABC Kadiogo. Bonsoir. Bonsoir camarade Vaha, bonsoir à tous. Et Ali Nana pour terminer, il est juriste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir M. Vaha, bonsoir à toutes nos forces de défense et de sécurité et à nos VDP. D'accord. On a tous suivi ce qui s'est passé donc cette semaine, cette manifestation et l'annonce aussi de la FAIB, comme je le disais, de l'interpellation de l'imam Kindo. Je vais venir vers Ali, non pas Ali Nana, vers Labidi Naba. Déjà, comment, en tant qu'analyste politique, quelle lecture vous avez de ce qui est en train de se passer, d'autant plus que je pense que sur une certaine période, on n'a pas été habitué à des sorties de ce genre, manifestations pour demander la libération de quelqu'un qui a été interpellé. On est quelquefois, lorsqu'on écoute aussi certains discours sur un terrain qui est un peu sensible, il y a des appels qui sont lancés, en tout cas à la retenue, mais à la réalité, c'est qu'on voit que c'est une situation quelque peu difficile. Quel regard vous avez sur ce qui s'est passé cette semaine? Je suis à vous donc, Labidi Naba. Merci camarade Vaha. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que depuis l'avènement de la révolution progressiste populaire, pour être plus précis, l'avènement du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et de ses compagnons à la tête de l'État burkinabé le 30 septembre 2022, dans un contexte que nous connaissons tous, contexte tumultueux, au regard de la lutte contre le terrorisme que nous menons vaillamment et de ses conséquences, il faut dire que nous n'avons jamais assisté à une manifestation d'individus aussi massive pour justement montrer, en tout cas pour le cas d'espèce, s'offusquer, protester contre l'interpellation d'un prélat. C'est une première, ce qui est regrettable parce que nous pensions que nous étions tous dans la même vision, dans la même assiduité et dans la même mobilisation pour combattre le même ennemi. Ceci étant, il faut quand même dire que
l'État burkinabé qui est fortement engagé dans une certaine transformation structurelle profonde de notre État et de la société, est advenu à un certain moment où la nécessité, par exemple, de réguler au niveau du monde religieux par ce projet de loi sur les libertés religieuses s'est imposé, parce que voilà, tous les pans de la société sont en train d'être visités. Voilà, beaucoup de choses sont faites, même que ce soit les installations anarchiques et tout le monde a été touché quelque part. Mais dès lors que ce projet de loi a été justement envoyé à l'Assemblée législative du peuple. Vous parlez de la question de l'encadrement des libertés religieuses. Voilà. À partir de ce point, il faut dire que on a noté justement sur les réseaux sociaux notamment beaucoup de sorties, et ça a même créé par certains des sorties en invectivant des discours haineux. Et ce qui a provoqué aussi la sortie de nos structures comme le ministère de la Communication d'abord, le CSC, la BCLCC et même le procureur du Faso qui, avec la BCLCC, tout dernièrement, a justement donné le temps de ce que les choses ne seront plus comme ça. Il faut dire que à cela, certaines personnes aussi, même des prélats, se sont donnés à cœur joie dans certains prêches. L'Abdi Nabab, parce que là, disons les choses clairement, c'est qu'il n'y a pas de communication officielle sur les raisons de cette interpellation. Je pense que depuis le communiqué de la FAIB jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le clair mot sur les motifs. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'analyste, il y a eu des sorties, notamment de celui qui a été interpellé, et donc il y a des liens qui sont faits. J'imagine que c'est de ça que vous parlez. Oui, bien sûr, parce que, comme vous le dites, il n'y a pas de communiqué officiel des autorités burkinabées par rapport précisément à la question de l'interpellation de l'imam Dr Kindo. Voilà, de l'imam Kindo. Mais il faut dire que la FAIB, qui est une structure dont il fait membre, a fait un communiqué. Il y a aussi que suite à son interpellation, et c'est de ça que nous parlions, il y a eu des manifestations et le gouverneur justement a pris une décision sur la fermeture de la mosquée sunnite, de la grande mosquée sunnite de Ouagadougou. Il y a aussi qu'il y a eu certaines réactions sur les réseaux sociaux, des fake news relatifs. Ça, on va y venir. Voilà, donc tous ces éléments. C'est votre lecture de façon globale de l'évolution des choses de cette semaine. Je vais revenir vers Dr Olopépéyen parce que vous avez le profil du sociopolitologue, donc je pense que c'est un domaine d'analyse qui peut être assez intéressant, celui qui est votre regard. Lui le disait tout à l'heure, quand on regarde, depuis récemment, on n'a pas connu ce type de protestation-là, alors que tous les corps ont été un peu visités par des interpellations. Et vous, comment est-ce que vous lisez ce qui s'est passé de façon claire? Ok, merci. Et moi, je pense que ça a été un mouvement spontané. Voilà, un mouvement spontané. Voilà, suite des informations non officielles pour l'instant. Voilà, qui font état donc de l'interpellation d'un imam de la grande mosquée. Parlez un peu plus fort, docteur, parce que vous n'entendez pas bien. Ok, voilà, d'un imam de... Vous ayez dû boire du café. Oui, d'un grand imam de la grande mosquée, je pense. Voilà. Donc, suite à cela, il y a eu un mouvement spontané, voilà, en lien avec cette information. Et jusqu'ici, qui n'est pas encore officiel, parce qu'il n'y a pas un communiqué, comme vous l'avez suivi, voilà, un communiqué officiel qui annonce clairement cette situation et qui donne les raisons de cette interpellation. Donc jusqu'ici, comme vous l'avez dit, c'est la FAIB
qui a fait un communiqué par rapport à ça. Et même, je pense qu'il dit même ne pas encore être informé des raisons. Voilà. Donc, nous tous, nous sommes dans cette situation où, voilà, et des informations donc ont fusé de part et d'autre, mais jusqu'ici, il n'y a pas un communiqué officiel, voilà, pour situer clairement les choses. Mais quand on analyse, je pense que depuis un certain temps, le débat sur la laïcité est revenu au niveau de l'espace public. Voilà, suite au projet de loi, donc je pense que le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale pour essayer de réglementer, voilà, un certain nombre de pratiques religieuses, notamment les prières donc dans les services publics. Voilà. Et là, à ce niveau, il y a eu des interprétations souvent très mal fondées, il faut le dire. Voilà, quand on écoute certains discours, voilà, on a l'impression que des gens pensent que non, ce sont les prières qu'on veut interdire alors que non, il ne s'agit pas d'interdire les prières, mais il s'agit d'interdire l'érection des lieux de culte dans des services publics. Voilà, et juste pour encadrer la liberté religieuse, voilà, et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Certes, il faut déplorer des discours donc, qui ont circulé au sein de l'espace public, voilà, tendant donc à s'en prendre donc à cette laïcité qui constitue un des fondements de la République et de notre État. C'est un État laïque, ça il faut le dire. Et la question de la laïcité est antérieure donc à cette transition au régime. C'est pas le régime qui a institué la laïcité. Donc je pense que c'est un des fondements de notre État, de notre République. Voilà, à partir même des textes de loi qui sont là, notamment la loi fondamentale. Donc à ce niveau, je pense que ce pouvoir a voulu juste prendre donc des mesures pour faire appliquer, respecter ici une loi déjà qui existe. Voilà. Donc du coup, les réactions qui ont en fait qui ça a suscité, voilà, tendaient ici à faire croire que peut-être le pouvoir veut s'attaquer à une religion ou une communauté, alors que c'est pas ça. C'est vrai, il y a eu des gens de mauvaise foi, voilà, notamment ça manque pas, qui tentent toujours au sein de l'espace public de semer la confusion et de faire donc des interprétations malsaines et pour assouvir donc des desseins inavoués. Voilà, et là il s'agit, ce qu'on a compris à travers même les propos même du gouvernement, de faire respecter ici un des principes de la laïcité, la liberté religieuse. Voilà. Donc, en tout cas, pour ma part, moi je pense que je n'ai pas grand chose à dire par rapport à cette situation. Voilà. Et d'ici là, s'il y a un communiqué officiel qui sortait pour nous situer clairement, voilà, sur ce qui se passe actuellement, je pense que ça peut nous permettre, en ce qui me concerne, voilà, d'avoir des éléments clairs et de pouvoir me prononcer là-dessus. Voilà. Mais ce que je dois dire, c'est qu'on est dans un contexte de crise sécuritaire. On n'a pas besoin de le dire, c'est de la redondance si je dois le dire. Donc nous devrons faire attention et surtout à la façon de communiquer ou d'aborder certains sujets. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé et qui étaient devenues virales. Voilà, où visiblement, voilà, on voyait donc des citoyens, voilà, qui s'en prenaient donc, c'est-à-dire que à ce projet, voilà, de loi et qui devrait faire respecter la liberté religieuse. Et des propos. Mais pour prendre le mot, vous disiez incompréhension. Oui. C'est-à-dire que pour vous aujourd'hui, la loi, c'est pas le problème, mais c'est la façon dont certains perçoivent la loi. Oui, il y a eu une interprétation. Voilà, et je peux dire déformer la question. Okay. Voilà, même ici, je pense que nous avons mené le débat. On a mené le débat ici. Voilà, ou même nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que dans ces conditions, il s'agissait donc d'interdire les prières dans les lieux de culte. Mais là, les autorités ont clarifié, c'est-à-dire que la situation en disant que non, ce n'est pas une interdiction, c'est-à-dire de prier dans les lieux publics et les services. Mais c'est une interdiction d'ériger ici des lieux de culte dans les services publics. C'est clair. Voilà. Mais on n'a jamais dit, je pense que les autorités n'ont jamais dit que les citoyens ne doivent pas prier
dans les services. Mais aller ériger des lieux de culte dans les services, je pense que c'est ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas autorisé. Ça, en tout cas, on l'a compris. On ne va pas refaire ce débat-là parce qu'on estime que c'est des éléments déjà passés. Mais en tout cas, ça revient encore sur la table, un peu avec le déroulé de cette semaine. Docteur Ibidou, quand vous regardez cela, je disais aussi tout à l'heure, c'est que il y a quand même la question de la manifestation qui surprend tout le monde. Est-ce que ça tient lieu du fait que c'est d'abord quelqu'un d'influent d'une communauté religieuse? Pour vous, vous lisez cela comment? Parce que ça surprend aussi beaucoup de personnes de voir cela. Bien, merci. Bon, effectivement, comme il a dit, c'était une manifestation spontanée. Et naturellement, les forces de l'ordre sont intervenues. Et là où moi je comprends les manifestants parce qu'il s'agit d'une autorité morale, religieuse. Bon, et quand on apprend comme ça qu'on est venu l'enlever, bon, il faut quand même qu'on cherche à comprendre. Mais là où je suis interpellé maintenant, enlevé là. Voilà, ok. Je préfère le terme interpellé. Ok. Alors donc il a été interpellé. Alors maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est la forme, parce que nous sommes quand même dans un pays et le Burkina n'est pas un État enceinte. J'appelle l'État enceinte un État qui englobe un autre État. Donc il n'y a pas d'État dans l'État. Donc si il y a quelque chose qui s'est passé et vous n'êtes pas d'accord, il y a des voies. Voilà, il y a des démarches à suivre pour pouvoir manifester. Je crois qu'il faut saisir la mairie 48 heures, je ne sais pas, 72 heures à l'avance. Je me dis que s'ils avaient suivi cette forme-là, les forces de l'ordre allaient peut-être intervenir pour les encadrer, pour éviter qu'on perturbe leur manifestation. Et ensuite, le deuxième élément, je n'y étais pas, mais il semble qu'il y a eu des agressions. Il y en a qui avaient des pavés, des pierres, des cailloux, et qui s'en prenaient aux forces de l'ordre et qui voulaient même peut-être saccager des biens publics. Et quand c'est comme ça, l'autorité doit intervenir. Voilà. Maintenant, l'interpellation, comme ça a été dit jusque-là, nous n'avons pas de communiqué officiel disant qu'il était interpellé par l'autorité du pays, mais au regard de certains discours, des fragments de discours qu'on a écoutés ça et là par la magie des réseaux sociaux, bon, on peut se dire que c'est peut-être l'autorité qui l'interpelle pour chercher à comprendre certaines choses. Et le communiqué du procureur en date du 27 qui dément justement une certaine rumeur et qui assure que l'intéressé va bien, tend à prouver qu'il est informé de l'interpellation. Bon, et dès cet instant, dans un pays, lorsque les autorités estiment qu'il faut qu'on interpelle, vous faites bien de rectifier, qu'il faut qu'on interpelle une personne pour l'entendre et l'écouter par rapport à certaines choses. Je crois qu'il n'y a rien qui soit plus normal. Maintenant, à l'issue de l'audition, on verra si cela est mis en examen ou pas. Tout à l'heure, vous disiez, c'est un peu aussi un peu surprenant, parce que, parlant de la manifestation, et pourtant, il y avait quand même la FAIB qui a donné l'information de l'interpellation, qui a de façon très claire donné l'orientation. Il faut attendre et il faut se calmer. Et ils disent eux-mêmes, on a pris attache avec les autorités. Pourquoi est-ce que ce mot d'ordre, on a l'impression qu'il a été mis de côté? Oui, ce qui met encore en relief le caractère surprenant de cette manifestation. D'autant plus que la fêtière dont vous vous réclamez vous demande de garder le calme et qu'elle a même déjà pris langue avec les autorités. Moi, je pense que ce communiqué devrait être rassurant. Déjà vous l'assurez qu'il n'est pas entre les mains d'individus mal intentionnés, et ensuite de savoir qu'il y a des gens qui suivent, des gens qui sont investis d'une certaine légitimité, car je pense que les premiers responsables de cette fêtière-là sont désignés ou élus, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas ils ont une légitimité à parler au nom justement de tous ceux qui se réclament de cette confession religieuse. Donc en principe ça aurait dû rassurer tout le monde. Et pour qu'ils attendent, ça allait éviter de donner cette dimension justement à l'événement. D'accord. Voilà. Ali Nana, en tant qu'analyste politique, quel regard sur le déroulé de cela au cours de cette semaine-là? Interpellation avec communiqué de la FAIB qui tente en tout cas de calmer tout ce qu'il pourrait y avoir comme mécontentement et tout, mais les heures après on a la manifestation et puis on voit la décision aussi de fermeture par exemple de la mosquée sunnite. Oui, d'emblée il faut noter que c'est effectivement un événement majeur
une actualité brûlante de la semaine. Malheureusement, à l'étape actuelle, en toute objectivité, les éléments, il nous manque énormément d'éléments probants pour apprécier objectivement cette situation ou bien analyser objectivement tous les contours liés à cette actualité, à cette interpellation-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est le contexte dans lequel cela a eu lieu. Effectivement, il a rappelé les missions régaliennes ou fondamentales de cette révolution, c'est la transformation et la refondation de notre société. D'où l'institution du 15 mai. Ensuite, le statut de la chefferie coutumière. Plus récemment, le projet de loi sur les libertés religieuses. Donc, tous ces événements ou tout l'arsenal de législatif adopté dans le cadre effectivement de ces trois éléments cités prouve à souhait que les autorités politiques actuelles de notre pays ont décidé de donner un coup de main ou bien de travailler à la moralisation de notre vie publique dans tous les secteurs, que ce soit sur le plan politique avec la suspension des partis politiques, que ce soit au niveau de la chefferie coutumière avec l'adoption de ce statut de chef et puis l'exclusion de ces chefs du champ politique et plus loin encore avec le projet de loi qui divise l'opinion actuellement. Il faut reconnaître qu'il y a un travail énorme à faire. Cette interpellation, chacun a son opinion, les gens apprécient cette interpellation en fonction de leur position religieuse, idéologique souvent, mais ce que nous attendons, c'est peut-être la sortie des autorités habilitées à le faire pour nous donner plus d'informations. Ça allait être l'autre niveau de question que j'ai par rapport à ça, parce que tout le monde convient ici que c'est difficile d'analyser, parce qu'il n'y a pas le mot de l'autorité qui fait le lien d'abord même sur la raison de l'interpellation. Parce qu'à partir de cela, il y a des clés de lecture qu'on peut avoir. Et donc jusqu'à présent, c'est un peu des supputations, parce que tout le monde se rappelle de certaines sorties. Mais est-ce que c'est vraiment lié à ça? Ça, c'est des éléments de questionnement. Mais il y a la façon de gérer aussi justement les choses depuis l'interpellation jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que du moment où la FAIB dit clairement qu'il a été interpellé jusqu'à aujourd'hui, il y a une communication, quoi qu'on dise, de l'autorité. Comment est-ce que vous l'appréciez justement cette communication? De ne pas tout dire, de ne pas donner forcément des éléments. Est-ce que c'est la sensibilité aussi du sujet? Comment est-ce que vous interprétez la façon de gérer cet élément-là? Effectivement, on a vu la sortie de la FAIB. Le seul communiqué pratiquement officiel, c'est la sortie de la FAIB qui prouve en réalité que le docteur Kindo effectivement a été interpellé. Ça, maintenant, les supputations sur la manière d'interpeller le docteur en question pose problème. La sortie de cette FAIB-là, ils ont dit aux jeunes ou aux partisans du docteur Kindo de marquer un arrêt à leur manifestation pour les permettre ou pour donner une occasion ou une chance à la négociation en cours, parce que cette communauté a déjà saisi les autorités compétentes et une issue heureuse serait en cours. D'être communiqué. Donc, attention, le communiqué ne parle pas d'issue heureuse, elle dit seulement qu'elle a pris attache avec les autorités. Et maintenant, ce qui s'ensuit. Et que de favoriser cette voie de dialogue. Un appel au calme qui a été fait. Et de donner une chance à à la voie engagée pour permettre effectivement une issue heureuse de la situation. Donc, c'est à l'étape actuelle, en toute objectivité, il nous est très difficile d'apprécier cette situation, mais nous mettons en tout cas dans la main des autorités et nous attendons une communiqué officielle ou bien en tout cas des arguments qui puissent effectivement éclairer l'opinion nationale aujourd'hui qui est plus que divisée par rapport à cette question aussi importante et sensible. Docteur Parfait Ludo, vous vouliez réagir? Oui, ce que je veux dire par rapport à cette question, la communication elle est importante, mais est-ce qu'elle est obligatoire? Je ne sais pas, allons à l'échelle micro, prenons la famille. Est-ce que le chef de famille est obligé chaque fois de réunir les membres de sa cour pour se justifier à chaque fois qu'il prend
une décision concernant un des membres. Je ne dis pas que le faire c'est mauvais, mais le faire aussi c'est pas aller contre une faute. Quelqu'un l'a dit une fois, j'ai vraiment aimé, le médecin soignant. Ben, quand vous arrivez chez lui, il ne vous appelle pas systématiquement malade. Vous êtes un patient. Voilà, vous êtes venu le voir, donc vous êtes un patient. C'est après son diagnostic, s'il estime qu'il y a une pathologie maintenant que vous êtes déclaré malade. Alors, dans le cas d'espèce, il y a quelqu'un qui a été interpellé. Mais on ne peut pas déjà commencer à communiquer pour dire, bon, telle personne est coupable de telle chose. Bon, voilà. Donc, je pense que l'autorité attend d'avoir toutes les précisions. Alors, c'est vrai que quand il a été interpellé, c'est la fédération la FAIB. La FAIB qui a réagi. Donc tout de suite, les gens ont fait le lien avec ces pratiques religieuses. Parce que si c'est cette fédération qui réagit, c'est que peut-être l'interpellation a quelque chose à voir avec la religion. Et les gens ont jeté un coup d'œil sur l'actualité récente. On a vu qu'il y a un congrès qui avait été tenu et que le monsieur avait fait des communications. Et en jetant un coup d'œil, en s'intéressant à ces communications, sans se mettre à la place de l'autorité, on voit qu'effectivement, il y a matière à se poser des questions quant à certains propos. Alors, est-ce pour cela qu'il a été interpellé ? On ne saurait le dire, mais il a fort à parier que c'est lié en tout cas à ses propos, parce que chacun de nous peut les écouter, avoir son avis sur la question. Personnellement, je trouve que il y a un négocentrisme religieux qui amène quand même à... je préfère qu'on n'aille pas sur ce terrain. Mais c'est toujours la réaction sur la question de la communication, parce qu'il faut le dire, on a eu plusieurs cas d'interpellation. Je pense que ça a été aussi, quand on observe le choix de l'autorité aussi, de ne pas souvent donner des éléments. On a souvent assisté à ça. Mais j'aurais peut-être, en termes de questionnement sur cette actualité-là, bon, on ne peut pas passer dessus en tout cas, c'est un peu la récupération qui a été faite, et puis derrière on va dire la manipulation, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre. On a quand même vu des vidéos d'humiliation de personnes en tenue que les gens ont voulu présenter comme étant les manifestants qui ont été arrêtés et tout. Après, on se rend compte que c'est de vieilles vidéos qui datent de janvier. On a eu aussi le communiqué, vous le disiez tout à l'heure, du parquet général près la cour d'appel de Ouagadougou, qui dès mercredi a apporté le démenti, c'est le mercredi 27, parce qu'il y avait une information qui devenait virale, de dire que, annonçant le décès notamment de l'imam Mohamed Ishaq Kindo. Quand on est dans ce contexte-là d'interpellation, et puis vous lancez cette information et devient même virale, c'est comme si derrière il y a une manipulation, il y a une envie d'utiliser une tension pour produire autre chose. Quel regard vous avez su cet élément de fait qu'on a eu cette semaine aussi? Je vais commencer par vous, parce que c'est vous qui l'abordiez à un moment donné. Labidi Damba. Tout à fait. Merci beaucoup, camarade Vaha. Il faut dire que sur cette question, il y a que déjà, il faut dire que l'État, entendez par là nos autorités, nos autres autorités, ont la charge de l'opportunité de la communication par rapport à une action posée, qu'elle soit une interpellation ou autre chose. Parce que nous sommes dans un contexte quand même particulier. Cette lutte contre le terrorisme là, vous savez, il y a ceux qui tiennent les Kalachnikov en brousse, qui sont des produits finis des exécutants, mais c'est en ville qu'on est allé chercher Yagali, c'est en ville qu'on est allé chercher d'autres gourous du terrorisme. Ce qui fait que, face à une situation comme nous l'avons constaté, l'État est dans son droit justement de la précaution du traitement en termes de communiquer ou pas de la question. Maintenant, c'est vrai que suite à ce que nous avons tous constaté, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, vous le disiez, voilà, des fake news et tout. Il faut tout simplement dire que
c'est un réseau. Et Dieu fait bien les choses. La BCLCC, que nous encourageons et félicitons pour déjà beaucoup d'actions qui sont menées et qui sont toujours en cours. À chaque fois qu'on prend certaines personnes, on voit une sorte de ramification et d'adhésion à un certain réseau. Ouais. C'est-à-dire que on confond, ces acteurs-là confondent la spiritualité, qui est quelque chose de personnel, d'intime, de rapport intime avec le Tout-Puissant, avec le fait de devoir obliger d'être un élément, un acteur qui a une mission d'obliger les autres à faire comme eux. Et donc, quand une situation comme ça arrive, les fake news et les deep news participent en fait à envenimer la situation, parce que ils pensent qu'ils tiennent le bout. Ils pensent que, donc ces personnes-là, elles pensent que c'est l'occasion qui est là, puisqu'elles pensent qu'elles sont majoritaires dans leur absurdité, dans leur radicalisme. Et donc, pensent qu'elles tiennent le bon bout pour terminer avec l'opinion. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade Nana, avec cette petite opinion qui pense que, tout doit être, leur spiritualité doit être généralisée. D'accord, ça on a compris. Je reviens sur la question des fake news. Je pense qu'il n'y a pas trop de code, on m'a compris quoi. Bon, moi j'ai pas compris, mais je préfère. Docteur Lopépé, vous aussi vous avez évoqué ça, la question des vidéos qu'on a vues, des annonces qui ont été faites, fake, mais qui avaient pour objectif de manipuler. Parce que quand on annonce le décès de quelqu'un qu'on veut voir libéré, je sens que derrière il y a forcément un dessin noir. Oui, mais chaque jour, quand vous suivez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais chaque jour qui passe avec ces manipulations, les fake news, ça c'est régulier. Et même moi je me rappelle même lors d'un débat ici que nous avons tenu sur comment on appelle là, sur la charte de la transition, où je proposais ici un débat national. Voilà. Oui, quand on a une concertation nationale, voilà, pour impliquer le peuple dans l'adoption, dans la définition des réformes, tout là. Mais vous avez vu comment certains ont voulu faire de la récupération, de la manipulation, tout de suite. Moi, j'ai suivi le débat, les gens, mais je n'ai pas réagi, puisque je sais que c'est du faux et ça ne va pas aller loin, ça ne va pas prospérer. Ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc, ils ont voulu transformer tout, alors que non, ce n'était qu'une simple proposition que j'ai faite depuis 2015. Tous les régimes qui se sont passés, j'ai toujours fait cette proposition. Voilà, qu'il y ait une concertation nationale pour diagnostiquer ce qui n'a pas marché depuis la 4e République et faire des prescriptions pour qu'on puisse dépasser une situation. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours des gens aux aguets, voilà, et qui suivent tout et qui sont prêts à faire de la récupération, voilà, pour faire de la manipulation, dans le sens ici, voilà, de mettre en difficulté ou de ramener à contre-courant de la dynamique actuelle. Voilà, et ça, je pense qu'on ne peut pas éradiquer ça. Voilà, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous disons, il faut prendre ça en compte. Voilà, des gens vont toujours tenter de faire de la manipulation, de la récupération, ce qu'il faut déplorer. Mais c'est pour ça, ici, la communication est importante. Parce que quand il y a un vide comme ça, voilà, actuellement, je peux dire qu'il y a un vide au niveau de la communication, comme on l'a dit. Jusqu'ici, il n'y a pas encore un communiqué officiel. Il appartient aux autorités de juger de l'opportunité ou pas de faire un communiqué et quand est-ce qu'il faut faire le communiqué. Ça, il appartient aux autorités de juger. Donc, il y a des gens qui sont très attentifs, qui profitent souvent de ces moments-là, voilà, pour investir l'espace public et intoxiquer. Voilà, puisqu'il n'y a pas encore un discours officiel. Donc, et c'est des gens qui sont là, et c'est des professionnels, et qui sont là, qui attendent toujours. Voilà, et je ne dirais pas ces failles, ces moments de silence-là, pour aussi, voilà, dévancer et intoxiquer l'opinion. Voilà. Donc, c'est un jeu ici qui se fait au niveau donc, de l'espace public, au niveau donc, de la bataille d'opinion. Et nous devons être conscients de cela et travailler régulièrement ici à déconstruire et à faire en sorte que ça ne puisse pas atteindre donc,
des objectifs, c'est tout. Voilà. Sur la manipulation, réaction mis en place. Sur la manipulation, je crois que ça ne nous surprend pas. Vous voyez, tout récemment, les autorités ont fermé France 24, RFI et tout ce qu'il y a comme médias de propagande. Donc ce que nous vivons là, c'est ce que Lavidi a dit. Il y a ceux qui sont en ville, précisément au Burkina, qui travaillent pour la révolution. Il y a ceux qui sont aussi en ville et au-delà du Burkina qui travaillent contre la révolution et son orientation. Alors, cette propagande ou bien ces fake news que nous voyons, ça veut dire, ça prouve que nous sommes dans des chapelles différentes. Il y a des révolutionnaires, il y a des contre-révolutionnaires ou des réactionnaires. Il y a ceux qui aiment le Burkina Faso, il y a ceux qui ne veulent pas voir le Burkina Faso avancer. Donc, chacun joue son rôle. D'où la nécessité pour nous et nos autorités, effectivement, d'observer ou trouver le juste milieu pour mener la communication comme il se doit au profit des révolutionnaires. Le président du Faso l'a dit, on ne peut pas être révolutionnaire dans l'ignorance. Et depuis la sortie de cette RPP-là, je crois que chacun devrait s'armer de ce manifeste-là. Et c'est notre instrument d'éducation de la masse. Il faut que nous travaillions à donner l'information vraie aux révolutionnaires et à ceux qui aiment le Burkina Faso. Parce que si ceux qui connaissent sont plus nombreux que ceux qui sont dans l'ignorance malgré les mauvaises foi, ils ne pourront pas effectivement mettre fin ou bien en tout cas créer des soucis à la dynamique enclenchée. Mais si nous naviguons dans une ignorance totale, nous disons soutien de la révolution, nous disons veille citoyenne et nous ne sommes pas à mesure de véhiculer ce langage de vérité quitte à vexer ou de toucher la sensibilité d'une catégorie socio-professionnelle donnée, alors nous allons toujours avoir ces genres de difficultés. Alors l'élément sur lesquels nous pouvons mener des analyses objectives aujourd'hui en tant qu'analyste, c'est peut-être le rôle de l'État vis-à-vis des sommités religieuses. Et c'est important, il faut qu'on pose ce problème. Si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est qu'il y a eu, à ce qu'on sache, une communication qui est allée à l'encontre de l'autorité de l'État ou bien contre les principes étatique, parce que nous avons un État qui est construit sur la base de la population, d'un pouvoir central et d'un territoire. Et nous avons une constitution avec une charte et un manifeste qui pose des principes fondamentaux qui guident le comportement de chaque Burkinabé et le comportement collectif des Burkinabés que nous devons adopter pour un bien-être collectif parce que nous sommes dans un corps social organisé. Si aujourd'hui, vous prenez l'imam Kindo, il n'est pas n'importe qui. Quand il prend son micro dans sa mosquée, il parle, il y a combien de millions de personnes qui suivent et qui consomment l'information, vraie ou fausse. Alors, si vous prenez le docteur Karambiri Mamadou, le dimanche, quand il prend son micro dans son temple et il donne ou bien quand il communique avec ses fidèles, il y a combien de personnes qui consomment, vrai ou faux. Si vous prenez la FAIB, vous prenez l'imam central de Ouagadougou, M. Ouedraogo, ou bien vous prenez Kwanda, quand il parle, il y a combien de milliers de Burkinabés qui écoutent. Quand vous prenez les partisans du 15 mai, j'y viens. Quand vous prenez aujourd'hui Konomba Traoré, le 15 mai, quand il parle, il y a combien de Burkinabés qui sont d'accord avec lui, quels que soient les arguments, vrais ou faux. Donc c'est pour dire aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif et c'est là qu'il faut que l'État s'engage réellement dans sa mission régalienne d'assurer la cohésion sociale. Il ne faut pas parce que si nous ratons cette fois-ci, c'est la toute première fois qu'on tente effectivement de réguler ou en tout cas de toucher à un problème ou à une question très sensible au Burkina Faso. C'est la toute première fois. Et là, il faut féliciter les autorités qui ont eu ce courage-là parce que ce n'était pas du donné sous ce qu'on appelait la démocratie électoraliste. Personne, tout le monde fuyait la question parce que c'est une question qui divisait, c'est une question qui pouvait t'empêcher d'avoir des voix électorales. Alors aujourd'hui, face à cette situation, il faut qu'on avance, quelles que soient les difficultés, il faut que les autorités s'assument, il faut qu'on organise les prêches, il faut que les services de renseignement s'en saisissent, que toute parole qui se dégage d'un temple ou d'une église ou d'une mosquée soit constructive
soit dans le sens de la construction de l'État-nation vers lequel nous aspirons. Et je crois qu'il faut le faire. Docteur Bidou, une réaction, oui. Ok, oui, pour ma part, au regard de ce qui est dit, j'inviterai simplement les responsables religieux à avoir un devoir de réserve. Voilà, dire qu'on est là, on représente en fait toute une institution, il faut un devoir de réserve. Et à la population, c'est de se méfier des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont des relais de l'information, ce n'est pas le point de départ de l'information. C'est-à-dire, face à un événement lié à l'actualité nationale, il faut chaque fois se référer aux canaux officiels de communication. Il y a des médias, le gouvernement a un service de communication. Attendez toujours que ça vienne de... Quand vous voyez une information, par exemple, sur un réseau social, voyez d'abord si ça émane d'un organe de presse, de l'autorité, avant de donner du crédit. Donc, moi, je prends les réseaux sociaux comme une source de distraction et non pas, en fait, un lieu où on peut avoir des informations fiables, à moins qu'ils se comportent comme un relais. Et là, des communicants avec des cachets, quoique même dans ce domaine, les cachets sont parfois manipulés, fabriqués, donc méfions-nous des réseaux sociaux. D'accord, c'est tellement bien dit, docteur, parce que là-dessus, il y a une éducation aux médias aussi qui est en train d'être faite. Ça, je pense que là-dessus, les uns et les autres devraient comprendre la façon dont on absorbe les informations. Il faut être dans un genre de tamis. Et il faut savoir quelles sont en la matière quelquefois les références qui donnent l'information vérifiée et aller vers elle. En tout cas, QTV, WattFM, nous s'inscrit dans l'information vérifiée. Ceci dit, on va passer à un deuxième sujet. Moi j'ai une autre lecture de ce que tu dis. En réalité, c'est vrai que c'est le seul sujet Burkina qu'on a, donc c'est assez dense. Je vais vous permettre de réagir et puis on va passer à un autre sujet. En réalité, les réseaux sociaux, là, c'est une source fiable de recherche, d'informations et tout. Les réseaux sociaux n'ont pas de problème. C'est l'usage qu'on en fait qui constitue le problème. Et la répression qu'on en fait qui est le problème. Moi, je prends l'exemple. J'ai lu, vous me permettrez de citer la Côte d'Ivoire, j'ai lu le code pénal de la Côte d'Ivoire en matière de répression et de réglementation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont le code pénal le plus dur. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir en Côte d'Ivoire, quelle que soit ta localité, faire un petit communiqué ou en tout cas faire mener une petite, donner une information qui est tendancieuse, qui tend effectivement à mettre en mal la cohésion sociale ou le vivre ensemble, et puis on ne te prend pas dans les 48 heures qui suivent. Je crois que c'est ça que les autorités aujourd'hui burkinabées sont en train de faire à travers les sorties du procureur et puis du commandant de la BCCLC. Et il faut travailler à ça. Et il parlait de sensibilisation. Il faut qu'on dépasse le cadre de la sensibilisation. Les gens savent que les réseaux sociaux, c'est une bombe à retardement quand ils sont mal utilisés. Ils savent, mais ils continuent de faire et de poser les actes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réprimer, parce que je l'ai dit tantôt, ici la semaine passée, nous, Burkinabés, nous ne sommes pas faciles en termes d'application dans tous les cas, je pense que dans la dynamique, on a eu les messages de la BCLCC, le ministre de la Communication a donné le message là-dessus, et il n'y a même pas longtemps aussi, il y avait une rencontre à laquelle encore l'autorité a rappelé que ça sera maintenant, et c'est le terme, tolérance zéro. Voilà, donc c'est dans le sens justement de la tolérance zéro, et aussi d'un encouragement des actions que mènent aujourd'hui nos autorités face justement à cette autre dimension de la décolonisation mentale et spirituelle des Burkinabés. Et il faut que l'État y aille avec fermeté et surtout ne pas reculer. Voilà. L'opinion majeure sur ces questions-là, c'est que l'État ne recule pas. Il a derrière lui les Burkinabés conscients de ce que nul n'est au-dessus de la loi, et que notre, comme le dit le camarade capitaine Ibrahim Traoré, notre bien commun, c'est d'abord le Burkina Faso. Donc qu'ils y aillent, les Burkinabés sont derrière ça.
D'accord. J'ai dit, on a d'autres sujets. Les deux autres sont hors Burkina. On va aller au Sénégal avec Ousmane Sonko qui a été élu président de l'Assemblée nationale. C'était le 26 mai 2026 à la suite de son limogeage du poste de Premier ministre. C'était par 132 voix sur, je pense, 133 suffrages exprimés. Et on en avait parlé dimanche dernier. On était dans les futuribles, les projections. Et juste le lendemain, je pense que c'était déjà ficelé. On a le président de l'Assemblée nationale qui se met en retrait pour un boulevard, pour notamment Sonko. Quand vous regardez, quelle lecture vous faites de ce qui se passe au Sénégal? Est-ce que on est dans un genre de planification de longue date? Parce que ça s'est passé très vite. Ça s'est passé tellement vite. Comment est-ce que vous appréciez ce qui est en train de se passer au Sénégal? Je vais commencer cette fois-ci par Dr Elboudo. Ah, ok. Bien, merci. Alors, on est vraiment dans l'escalade, ce qui se passe au Sénégal. Vous l'avez dit, on en a parlé, et une semaine après, on a atteint notre niveau. Je crois que d'abord, il y a le débat. Celui de savoir si Sonko pouvait revenir à l'Assemblée. On a suivi le débat. Il y a d'abord la version du PASTEF, du moins commençant par celle des juristes, notamment, comme il s'appelle, Alioune Souaré, je pense, qui dit que Sonko ne pouvait pas revenir parce qu'il a démissionné. Parce que la loi là-bas dit que quand vous êtes ministre et que vous êtes élu député, vous avez 8 jours pour opter. Et Sonko, lui, dès le premier jour, il a démissionné de son poste de comment on appelle ça, de député pour rester chef du gouvernement. Alors, au niveau du PASTEF, on dit non, il n'a pas démissionné, il a suspendu. Or, justement, quand on regarde la loi, le terme suspension n'y est même pas. On parle de soit tu démissionnes, soit tu restes député. Mais au niveau du PASTEF, on se défend en disant qu'il n'a pas démissionné, il a suspendu. Et effectivement, quand on suspend, on peut revenir. Voilà, donc c'est ce débat-là. Mais dans les faits, il a été élu président de l'Assemblée. Il devient de facto la deuxième personnalité de l'État. Et en tant que député, il va contrôler l'action gouvernementale. Donc c'est pour dire que par cette place-là, il pourra encore mieux suivre ou censurer l'action de Diomaye Faye, tant est qu'il y a des désaccords et que ce sont ces désaccords qui sont à l'origine de son départ de la primature. Alors maintenant, face à une telle situation, quelles sont les manœuvres dont dispose le président? Moi, la seule chose que je vois, d'abord, j'ai fait remarquer qu'il n'a pas contesté, il n'a même pas saisi la cour institutionnelle, c'est le conseil institutionnel, pour réclamer quoi que ce soit. Donc, ce qu'il lui reste à faire, c'est peut-être d'attendre le mois de novembre pour dissoudre l'Assemblée et espérer que Sonko ne sera pas réélu. Maintenant, est-ce qu'il va aller à ça? Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que lui, il est plutôt dans une posture d'apaisement. D'où peut-être le fait qu'il n'a pas fait appel, et il est peut-être dans une posture aussi de s'organiser à travers peut-être la coalition qu'il a portée au pouvoir pour son avenir politique. Mais quoi qu'on dise, la situation au Sénégal en tout cas reste une situation difficile. Et nous espérons qu'ils vont trouver les voies humaines pour calmer la situation et pouvoir avancer pour le bien des Sénégalais. En tout cas, vous parlez du risque de blocage institutionnel qui pourrait, on va dire, sortir ou ouvrir sur une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ça, il faut attendre, vous le dites, parce qu'il faut 2 ans. Il faut que l'Assemblée ait 2 ans, et ça, c'est l'article 87, je pense, de la Constitution sénégalaise qui le permet. Le blocage, on l'a vu même déjà présentement, parce que vous voyez que jusque-là, nous n'avons pas de ministre. Le Premier ministre est là, mais je pense il n'a pas encore composé son gouvernement. Et c'est dû au fait que Sonko a dit que tout membre du PASTEF qu'on approche pour être dans le gouvernement doit recueillir d'abord lui son avis. Bon, donc du coup, ça refroidit les ardeurs de certains et ça ne facilite pas du tout la tâche. D'accord. Docteur Olopépé, vous, dimanche dernier, vous n'étiez pas là sur la question sénégalaise qu'on avait abordée en tout cas en long et en large, mais ça a changé en tout cas lundi avec la posture nouvelle d'un Premier ministre sorti
qui devient président de l'Assemblée nationale. Et pour beaucoup, c'est quelqu'un qui allait attendre son ancien duo qui est devenu duel à cette assemblée-là où il a maintenant les gages et les coudées franches pour pouvoir regarder ce qui vient du gouvernement et donc bloquer ou pas. Et on sait que le PASTEF est très très imposant pour ce qui est de l'Assemblée nationale sénégalaise. Comment vous voyez tout cela? Ok, merci. Oui, bon, ce qu'il faut dire sur la situation du Sénégal, d'abord le constat est que la rupture tant annoncée tarde à venir au Sénégal. Ça, il faut dire. Les Sénégalais ont soif du changement, ils ont soif vraiment d'opérer une rupture. Voilà, et je pense que c'est cet espoir que le PASTEF a pu susciter au sein des Sénégalais qui ont accepté de consentir le sacrifice qui a nécessité donc leur engagement pour porter le PASTEF au pouvoir. Mais jusqu'ici, au lieu donc de procéder à la rupture tant annoncée, on voit que c'est une guéguerre entre les deux personnalités donc, du régime du PASTEF, que sont ici Sonko et puis Diomaye Faye, secrétaire général donc, du parti. Voilà. Donc, et du coup, ça fait que on se demande dans ces conditions comment le PASTEF pourrait dérouler son programme. Parce que là, ici, comme je disais, on assiste à une sorte de bicéphalisme au niveau donc, de la direction du pays, où il y a deux tendances qui risquent de s'affronter. La tendance de Diomaye Faye et la tendance de Sonko. Et de façon stratégique, Sonko, qui était un ancien député et qui a été élu député, est revenu à l'hémicycle pour prendre le poste de l'Assemblée nationale. Voilà. Et tout de suite, les analystes tendent donc à dire qu'il y aura peut-être dans les prochains jours un blocage institutionnel. Mais moi, quand j'analyse, je pense que ce soit Sonko comme Diomaye Faye, aucun des deux n'a intérêt à un blocage institutionnel. Et je ne pense pas que le blocage institutionnel soit le combat de Sonko. Parce qu'à la fin de leur mandat, c'est le bilan du PASTEF qu'il faut dresser. Ce n'est pas le bilan de Sonko ni de Diomaye Faye, mais c'est le PASTEF. On a l'impression plutôt que dans l'évolution des choses, Sonko marque une cassure parce qu'il reste fidèle, c'est ce que beaucoup disent, à ce qu'ont été les promesses de campagne. Et que c'est plutôt Faye qui lui est en train de dévier. Est-ce qu'il aura toujours la perception que ce soit un bilan du PASTEF, tant il est que le PASTEF semble vouloir mener maintenant un combat au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, la dernière fois je disais ici que ce que les Sénégalais voient en Diomaye Faye, c'est comme si, ce qu'on lit, voilà, les opinions qui se diffusent là-bas, c'est comme si Diomaye Faye était en train de dévier de la ligne et du programme du parti. Parce que, voilà, on constate qu'à partir donc, des critiques qui sont faites, qu'il a pris assez de liberté vis-à-vis donc, du parti, le PASTEF, que le peuple sénégalais a plébiscité pour diriger donc, le pouvoir. Donc, à la fin du mandat, il s'agira du bilan du PASTEF et non du bilan de Diomaye Faye ou d'Ousmane Sonko. D'où ils ont intérêt à sauver ce qui peut l'être. Les deux, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à créer une crise institutionnelle ou une instabilité institutionnelle ou bien un blocage institutionnel. Mais justement, je rappelle que c'est votre profil qui nous intéresse sur cette question sociopolitique. Mais comment, dans les antagonismes qu'on a aussi apparents entre Sonko et Faye, comment dans on va dire le cheminement qui semble être celui maintenant qui part en queue de poisson, comment on trouve un juste milieu pour ces deux hommes-là? Parce que on l'a vu sur l'approche relativement à la dette elle-même, la négociation avec le FMI et c'est auquel le Sénégal doit, ils ne sont pas du tout alignés, surtout sur les questions qui sont les impacts sociaux probables de certaines décisions. Sonko et Faye ne sont pas du tout alignés. On a vu leur gestion sur les ressources gazières. On a vu un Sonko qui a fait sauter près de 71 contrats miniers, ce qui n'a pas forcément plu à Diomaye Faye. Ils ne sont pas du tout alignés sur beaucoup de choses. Comment ils trouvent des justes milieux dans ce contexte-là? Est-ce que c'est possible qu'ils aient un genre de compromis encore? Non, trouver un juste milieu, là, à ce niveau, c'est difficile. Parce que Ousmane Sonko étant Premier ministre, qui était Premier ministre, était tenu donc d'exécuter la politique donc, du chef de l'État. Voilà. Donc le Premier ministre, c'est ça. Et dans l'exécution de la politique du chef de l'État, certainement qu'il y a des décisions qui ont été prises
Voilà, et qui n'avait pas pu gagner l'assentiment donc du président. Maintenant qu'il est au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il détient ici d'un pouvoir institutionnel pour s'opposer, voilà, de façon institutionnelle à peut-être certaines décisions que le président voudrait poser et que Sonko et le PASTEF estiment que ça ne rentre pas dans les programmes ou les orientations. Voilà. Mais maintenant, aller jusqu'à créer un blocage institutionnel comme ce qu'on a connu sous la Deuxième République. On se rappelle que la Deuxième République, dans notre histoire politique, voilà, il y a eu un blocage institutionnel, une crise où Lamzana était obligé de faire un coup d'État pour mettre de côté l'ex-président de l'Assemblée et le chef du gouvernement. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'ils vont arriver à ça. Voilà. Maintenant, le combat que Sonko peut mener, étant à l'Assemblée nationale, c'est de travailler ici à faire en sorte que son éligibilité ne soit pas remise en cause. C'est le combat politique qu'il doit gagner. Ça pourrait l'être, vous pensez? Je ne peux rien prédire. D'accord. Oui, mais tout est possible. Okay. À l'allure où vont les choses, tout est possible. Mais le seul combat qu'il doit mener et gagner, c'est de protéger son éligibilité. Et s'il faut mettre l'Assemblée nationale à contribution pour protéger son éligibilité, je pense qu'il n'hésitera pas à le faire. Voilà. Mais tout le reste, je pense que ce sera un combat inutile parce qu'à la fin de leur mandat, c'est le bilan du PASTEF qui sera dressé et non le bilan de Sonko ou de Diomaye Faye. Réaction sur la question sénégalaise, Ali Nana. Sur la question sénégalaise, c'est qu'il y a une recomposition de la scène politique au Sénégal. Ça, c'est le constat aujourd'hui. Avec en toile de fond les élections présidentielles de 2029. Aujourd'hui, la rupture étant consommée à tout point de vue, la possibilité d'un retour à un équilibre, à un juste milieu que vous venez de dire, paraît très, très, très mince, pour ne pas dire impossible, au regard effectivement du niveau atteint par cette crise institutionnelle et politique. Alors, si nous revisitons le discours très politique de Sonko à l'Assemblée lors de son installation, il a dit solennellement, ouvertement, devant toute la représentation nationale, qu'il n'y aura pas de blocage institutionnel. Et que ce qu'il va faire, c'est de faire jouer l'Assemblée nationale son rôle régalien de contre-pouvoir et de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais en réalité, en tant qu'analyste, ce que je vois aujourd'hui, je le disais la semaine passée, tout ce qui reste, les 2 ans qui restent, seront, au lieu que ça soit consacré au développement ou à la gestion de la fameuse dette du Sénégal, ça serait utilisé, les 2 ans seront utilisés pour effectivement renforcer les camps respectifs sur le plan politique. Les gens vont utiliser ça pour résoudre, pour se régler les comptes. Et contrairement à ceux qui croient que aujourd'hui Diomaye Faye sera Diomaye Faye, qui est détenteur aujourd'hui de la légitimité institutionnelle et légale, sera facilement terrassé par Sonko, qui a la légitimité populaire. Aujourd'hui, vous savez, la politique, il y a une étape qu'on appelle l'euphorie. Nous sommes dans cette étape-là. L'euphorie, il faut passer. C'est après l'euphorie qu'on pourra effectivement faire des analyses, des projections et voir dégager la réalité politique du terrain sénégalais. Justement, c'est très important. Ce que disait tout à l'heure Dr Olupépin est un aspect aussi assez important. Pour beaucoup, quand on regarde, on voit en ligne de mire la possibilité, en tout cas, de candidature ou de débat en 2 hommes, parce qu'on ne voit pas autre personne pour les présidentielles prochaines au Sénégal, autre que Sonko et Diomaye Faye, qui sont majeurs. Mais est-ce que la question de l'éligibilité qui semble avoir été réglée pourrait être un problème? Ça va être un problème. Et je vous assure, j'ai parlé tantôt de légitimité légale et institutionnelle. Vous savez, Diomaye Faye est au pouvoir. Il a tous les leviers du pouvoir. C'est sûr et certain. D'ailleurs, même, il lui reste beaucoup de manœuvres, beaucoup de marges de manœuvre qui ne sont pas utilisées, contrairement à ce que beaucoup croient. Et tout le combat de Diomaye Faye aujourd'hui,
c'est une seule chose. Il ne peut pas remettre en cause la légitimité populaire de Sanko, ça au moins. Ça c'est clair. Même si dessous l'Assemblée nationale en juin, le PASTEF va encore reprendre l'Assemblée nationale. Mais maintenant, il a plus 90 jours pour organiser des élections. 90 jours, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous répète, il a beaucoup de manœuvres aujourd'hui pour mettre en cause l'éligibilité de Sanko. À un certain moment même, le dernier recours sera la privation de liberté de Sanko. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas mettre à l'écart parce que ça peut être utilisé. Aujourd'hui, je vous dis que c'est Sanko, il y a des facteurs endogènes et exogènes, comme je l'ai dit la semaine passée, qui entourent effectivement cette question sénégalaise-là. Et au moment M, toutes les contributions seront mises en œuvre, que de façon intérieure ou extérieure, pour effectivement mettre en cause. Parce que Sanko, aujourd'hui, sa position là, vous savez, ça dépasse le cadre même de la géopolitique ouest-africaine. Ça prend en compte la situation politique mondiale, ou en tout cas les relations entre les États africains et l'Occident, pour ne pas dire la France, et même la CEDEAO et puis l'AES. Si vous voyez, vous analysez objectivement ces deux positions, c'est qu'à un certain moment, c'est des forces qui vont il y aura un choc entre des forces intérieures et extérieures sur la chaîne politique sénégalaise. Donc, pour dire à la fin que Diomaye Faye, qui paraît être aujourd'hui mise en minorité, que ce soit au sein du PASTEF, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, il garde toujours une marge de manœuvre qu'il peut à tout moment utiliser de force, légalement ou illégalement. Je vous préviens, parce que le pouvoir, la gestion du pouvoir politique, il y a la légalité et la force. Personne ne peut gérer le pouvoir politique légalement et en tout cas comme il se doit. Il y a la force qui intervient et c'est l'illégalité qui intervient. Et en 2029, c'est pas évident. Comme il a dit, tout le combat de Sanko aujourd'hui, c'est de travailler à être éligible en 2029. Ce qui n'est pas du donné actuellement, contrairement à une certaine opinion majoritaire africaine qui se dégage, comme si Sanko en 2029 sera élu, sera plébiscité. D'accord. Je vais permettre à présent à Labidi Naba aussi de réagir là-dessus. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine passée, mais là, il y a un élément nouveau. Sonko est maintenant président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Tout à fait. Sur cette question, il faut dire de façon assez claire que 2029 est très loin. Quand je dis que 2029 est très loin, ça veut dire que la situation va se décanter avant ça. Même si on porte au Sénégal d'être un pays légaliste, démocratique et autres. Non, il va finir. C'est mon analyse et voilà. Ça va se décanter avant 2029 parce que les divergences entre les deux hommes sont profondes. C'est pas des divergences sur le partage d'un gâteau où des concessions peuvent être faites. Ce sont des divergences idéologiques très profondes qui viennent justement de la trahison que Diomaye Faye, le président sénégalais, a porté durement aux ambitions et à la vision du PASTEF, un parti politique dont il était SG. Et quand les choses s'affirment comme ça, derrière Diomaye Faye, il ne faut pas voir la personne de Diomaye Faye. Non. Pourquoi il trahit justement tout ce plan politique, tout ce plan, ce programme de société? C'est tout simplement parce qu'il a déjà intégré la camarilla de l'impérialisme conduit par la France. Et cet impérialisme qui justement se manifeste par son système de domination, de contrôle et tout, veut encore poursuivre au niveau du Sénégal. Oui, mais là-dessus, je vous relance. Oui. Quand Diomaye Faye et Sonko avaient leur plan qu'ils proposaient aux Sénégalais, c'était sans compter qu'il y a une grosse dette cachée. Ils sont à plus de 130% du PIB
en matière de dette. Quand on vient, est-ce qu'on peut se comporter comme on a pensé forcément avant? Est-ce que c'est pas Faye qui a aussi quelque part, en tant que chef d'État, et donc les leviers premiers, est dans un genre de réalisme face à un élément concret qu'ils sont venus trouver? C'est ça aussi les autres débats. Certains y voient un caractère concret des choses. Certains y voient l'exercice vraiment du pouvoir. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que la dette du Sénégal ne surprend pas les deux hommes, ni le PASTEF. La dette du Sénégal avait même été décriée par le PASTEF bien avant, justement. Le bémol, c'est l'ampleur. Le bémol, c'est l'ampleur de la dette. Dans tous les cas. Je n'ai pas terminé, voilà. Vous allez finir, docteur va réagir. Voilà. Dans tous les cas. Non, mais il va terminer. Dans tous les cas, le blocage institutionnel est imparable. D'accord. Parce que, comme je le disais tantôt, parlant justement de cette divergence idéologique profonde, que ce soit les projets de loi qui viendront de l'exécutif, au niveau de l'Assemblée nationale, ça trouvera des problèmes. Que ce soit les propositions de loi qui s'élèveront au niveau de l'hémicycle, ça va aussi trouver, soit ça va tomber dans le dilatoire par l'exécutif. C'est de quelle solution alors vous parliez qui viendra avant? En fait, il a la possibilité justement de dissoudre l'Assemblée nationale. Malheureusement, c'est ce que Diomaye Faye fera dans quelques mois. Et suite à ça, ça va créer justement un bouleversement, disons des manifestations sociales, au point justement qu'une désobéissance civile ou même une insurrection populaire, pourquoi pas, survienne. Dans le schéma sénégalais, au Sénégal. Dans tous les cas, tout est prévu dans la Constitution, article 87, vous pouvez dissoudre. Il y a que vous avez l'obligation de consulter le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, et même quand vous prenez la décision, vous avez au plus 90 jours pour organiser de nouvelles élections. Le problème, qu'est-ce que le PASTEF gagne à descendre dans la rue quand il sait que s'ils vont aux élections, il risque d'avoir encore une majorité confortable à la même assemblée. C'est ça la réalité. Oui, ça c'est bien juste. Mais il faut dire que quand on est déjà dans cette forfaiture où on avance téléguidé, il faut se dire que le peuple est conscient aujourd'hui. Le peuple sénégalais est conscient. Et il est conscient justement des malversations politico qui se trament au sommet de l'État sénégalais. Mais encore je vais laisser docteur Ibdou réagir. Je vais dire, parce que être président, c'est pas forcément une place confortable. C'est-à-dire, il y a ce qu'on fait comme promesse pendant la campagne, mais il y a la réalité du terrain. Et c'est difficile pour un chef d'État d'appliquer à la lettre tout ce qu'il a dit. Et pour la dette sénégalaise, vous faites bien d'en parler. En fait, l'ampleur va au-delà de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que Sonko, vous avez dit que Sonko et puis Diomaye Faye étaient au courant. Ils étaient au courant peut-être d'une dette, mais pas de cette ampleur-là. En fait, c'est quand ils ont pris, et on parle même de cachotterie. On accuse leurs prédécesseurs d'avoir caché en fait la réalité. D'avoir caché. Donc vous arrivez, vous voyez une situation et vous êtes obligé de revoir en fait à la baisse certaines de vos ambitions. Ensuite, il vous a pas échappé que ce n'est pas seulement le PASTEF qui a élu Diomaye Faye. Le PASTEF, ça ne fait pas 50% de suffrage, 54% de suffrage. Diomaye Faye a été élu par la coalition Diomaye président, Diomaye au pouvoir, qui compte plus de 100 partis et organisations de la société civile. Donc, ça fait que vous êtes obligé aussi de faire des concessions à ces gens-là et de prendre en compte aussi certaines de leurs aspirations. C'est pourquoi je pense que Diomaye Faye ne peut pas appliquer à la lettre les engagements du PASTEF parce qu'il a fallu faire des concessions pour être élu dès le premier tour. De mon point de vue, c'est ça en fait qui fait qu'il ne peut pas tout faire. Et Sonko, qui peut comprendre cela aussi, mais voulant peut-être exploiter la situation, se plaint. Ce que je peux ajouter sur la question, c'est que Sonko, les sondages montrent que au Sénégal, il est en train de perdre un peu de sa popularité.
Parce que beaucoup de gens, en fait, comprennent son attitude, justifient son action, son attitude par le fait que, bon, j'ai fait le président, il doit me suivre. Donc, c'est cette inversion de la tendance là que beaucoup de Sénégalais n'approuvent pas. Et Diomaye Faye en tire profit parce qu'on le voit comme victime. D'accord. Mais quand on regarde, pour moi, les choses sont faites. Hein. On a Sonko qui est à l'Assemblée nationale. Faye continue en tout cas sa présidence puis qu'il a été élu. Pour nous, c'est les projections qu'on fait. Il y a la possibilité de dissoudre l'Assemblée, mais ça ne résout pas forcément son problème parce que 90 jours après, c'est pas sûr qu'il ait le confort de Wade quand il l'a fait en 2001 avec son SOPI. Il est venu, il a renversé tout. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait en 2020. Parce que même quand Faye est venu en 2024, je pense qu'il a dû dissoudre aussi l'Assemblée nationale parce que celle qui était là était cousue avec les fils du prédécesseur. Ils l'ont fait et le PASTEF est majoritaire aujourd'hui. Mais s'il le fait, c'est pas sûr qu'il puisse passer. Donc, est-ce que c'est la bonne option? Docteur Le a dit, ils sont obligés de s'entendre. Je pense que pour vous, c'est... Oui, c'est un clash. Voilà, d'autant plus que sur la dette, il y a des propositions justement d'absorption de cette dette-là de façon endogène qui sont aussi des promesses qui devraient être tenues et qui sont non tenues aujourd'hui par Diomaye Faye. Par exemple, les fonds publics, la question aussi de la traque des poids lourds. C'est beaucoup de milliards qui sont détenus par ces voleurs à col blanc. Donc, et visiblement, ils balayent tout cela du revers de la main pour avancer justement encore dans une autre forme de compromission avec... c'est pas l'exécutif qui poursuit. Je pense que la question sénégalaise... La séparation des pouvoirs. Oui, non, mais l'exécutif pose justement l'environnement favorable pour ça. Que je sache, l'exécutif n'empêche pas le judiciaire de faire son travail. Que la question de la séparation des pouvoirs aussi, ce n'est pas le cloisonnement que nous pensons. Il y a la réalité de l'exercice du pouvoir dans notre pays qui fait que quelquefois, même la justice doit pouvoir s'exprimer dans un cadre que le politique... La justice doit pouvoir s'exprimer quelquefois dans un cadre que favorise le politique. Et ça aussi, c'est un élément important. Bon, pour le Sénégal, parce qu'on avait 3 sujets, je veux qu'on termine avec le dernier, parce qu'il est aussi important. On aura peut-être 10-15 minutes maximum à pouvoir échanger là-dessus. La question sénégalaise, le problème, tout ce que nous faisons, c'est des futuribles, donc des futurs possibles, et ce sont des probabilités d'analyse qu'on fait là-dessus. Donc, il reste à observer ce qui va se passer au Sénégal, et puis sûrement qu'on reviendra là-dessus ici. Oui. Mais vous aimez 30 secondes toujours à la fin. Vous aimez les prolongations. En fait, si on met les mais débats, c'est 30 secondes vraiment rapidement. Moi, j'aime les débats en réalité, pas juste, mais des débats objectifs. Il faut qu'on sorte souvent de l'émotion. Exprimez-vous directement. Voilà. Parce que je voudrais dire, en réalité, la question de la trahison idéologique, c'est ce qui est utilisé. Mais le fond du problème, c'est le fauteuil. Ce n'est pas un banc. Il n'y a pas 2 personnes pour le fauteuil présidentiel. Dès lors que Sonko a été empêché d'être candidat, et que il n'a pas mis parmi ces lieutenants-là, c'est que les gens ne comprennent pas. Il n'a pas pris Sonko au hasard. Et Faye du moins au hasard. Il avait suffisamment de lieutenants, des gars compétents. Mais il a choisi Faye, qui est le président aujourd'hui. Dès lors que Faye est président, Sonko, nous l'avons dit, il devrait aller à l'Assemblée, il ne l'a pas fait, il est allé à la primature. Et à la primature, Faye est son patron. Il exécute, c'est à l'exécutif. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est au niveau du législatif. Le blocage va continuer, et il faut s'attendre. Là, et puis, la culture, l'opinion sénégalaise n'a pas une culture insurrectionnelle ou de coup d'État. Il faut mettre un bémol parce que l'opinion sénégalaise... Ali Nana, voilà. Je pense que ça, je l'ai déjà exprimé. C'est des éléments dont on ne peut pas avoir on va dire, le caractère affirmatif, puisque c'est des projections encore qu'on fait et c'est des éléments on va continuer de suivre concernant le Sénégal. On va aller, s'il vous plaît, au dernier sujet. Bon, docteur, comme vous n'avez pas beaucoup parlé, je vais me permettre. Non, moi je voulais dire, pour moi, le seul élément qui peut déclencher un mouvement irrationnel, déboucher sur une crise comme ce qu'on a connu sous Macky Sall, c'est si l'éligibilité de Sonko venait à être remise en cause.
là, c'est le chaos. Ce sera le chaos au Sénégal. Ça, je vous l'ai dit. Dans un cas d'impossibilité, voilà. ça reste. Mais tant que Sonko va avoir l'assurance qu'il est éligible, il n'y aura pas de crise. D'accord, mais en tout cas, on va observer cette actualité sénégalaise-là et voir comment est-ce qu'elle évolue. On va terminer par le dernier des sujets, et celui-ci nous conduit au Bénin, puisque cette semaine, Romuald Wadani, c'était plutôt dimanche, a presté serment en tant que 6e président du Bénin pour un mandat de 7 ans, sur l'un des défis qui l'attendent. Évidemment, il y a la question sécuritaire, et lors de son adresse solennelle, il a dit travailler en tout cas contre ce terrorisme-là. Les présences étaient très remarquées, celle du Niger, celle du Burkina. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est un changement de tête au niveau du Bénin. Pour vous, de quoi cela augure? D'abord, c'est quoi les grands défis? Mais je pense que la question principale aussi, c'est concernant les voisins et les pays de l'AES, parce que la sécurité est un élément majeur. On sait, sous son prédécesseur, ce qui se passait, notamment en termes de blocage et quelquefois d'antagonisme profond avec un pays comme le Niger. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il peut y avoir quelque chose, puisqu'il y a un changement déjà de tête, et puis il y a la présence de certains pays, avec par exemple un premier ministre nigérien qui était là, ce qui n'est pas rien. On a vu notre ministre des Affaires étrangères. De quoi cela peut augurer? D'abord, défi et diplomatie, on va dire, pour le nouveau venu. Je vais maintenant commencer par Dr Lopé Penyed. J'ai dit c'est lui qui avait le moins de prise de parole, et ça va faire un genre d'équilibre. Ok, merci. Effectivement, le président Wadani vient donc d'être installé dans ses fonctions. Il a été élu démocratiquement par les urnes, si on peut le dire ainsi. Voilà. Maintenant, à son investiture, on a vu vraiment la diplomatie de l'AES en marche. Voilà. Et c'est que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et il faut relever qu'avec Patrice Talon, comme tout le monde l'a constaté, quand même on était dans une situation assez tendue. Voilà. Et surtout qu'au niveau de la CEDEAO, Talon faisait partie de l'aile dure, si on peut l'exprimer ainsi, voilà, de ceux qui avaient fait l'option, en tout cas, d'envoyer des troupes au Niger, voilà, pour déloger le général Tchani et réinstaller Bazoum. Donc je pense que c'est cet élément qui a suscité une cristallisation au niveau donc des rapports politiques entre le Niger et certains pays de la CEDEAO, il faut le dire ainsi. Et après, il a tenté une décrispation, mais là, ça a été difficile. Et on a vu ici des soupçons, des accusations de part et d'autre, des déstabilisations par-ci, par-là. Donc, du coup, avec Talon, quand même, il faut dire que, en tout cas, la situation était très tendue. Et aujourd'hui, Romuald Wadani qui est arrivé, et je pense bien que si toute la diplomatie de l'AES s'est déportée, et certainement que c'est partie de son invitation. Voilà. Donc à ce niveau, c'est une démarche qu'il faut apprécier. Maintenant, ce que moi je devrais dire, voilà, si j'étais un conseiller de Romuald Wadani, ce que j'allais lui dire, c'est d'abord travailler à la souveraineté du Bénin. Ça c'est très important. Le Bénin doit être un pays souverain. Voilà. Ça c'est très important. Deuxièmement, au plan interne, il faut qu'il procède à une décrispation politique. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la tentative de déstabilisation à laquelle on a assisté, qui révèle ici qu'il y a un malaise politique profond qu'il ne faut pas minimiser et ignorer. Ça, c'est très important. Donc, c'est dire qu'il doit procéder à une ouverture politique à l'interne pour poser le dialogue entre Béninois. Parce que moi, je disais ici qu'il fallait se méfier toujours des interventions extérieures. Quand il y a des crises dans notre pays, on a vu dans le monde ce que ces interventions extérieures apportent. Et les Béninois ont toujours démontré la capacité à poser le dialogue pour trouver des solutions endogènes à leurs problèmes. Et c'est ce qu'il faut privilégier. Voilà, trouver des solutions endogènes aux problèmes des Béninois, au lieu parfois de privilégier des interventions extérieures qui peuvent compliquer la situation interne. Donc, il doit travailler à ce niveau, à décrisper la situation. Cela doit passer par la libération de tous les prisonniers politiques. Parce qu'il y a des prisonniers politiques au Bénin. Pour décrypter, il faut libérer les prisonniers politiques, engager le dialogue, voilà, avec les Béninois pour voir quelles sont les réformes qu'il faut opérer de façon consensuelle, de sorte à amener les Béninois à renforcer la confiance qu'ils peuvent porter aux institutions de la République. Ça, c'est très important. Ça, c'est au niveau interne.
Voilà. Et maintenant, au niveau externe, c'est-à-dire il doit tout faire pour renouer avec les États de l'AES, parce que le Bénin seul ne peut jamais faire face à la crise sécuritaire auquel il est confronté. Ça, au moins, c'est clair. Il faut une synergie d'action entre les 3 pays, le Burkina, le Bénin, le Niger, pour juguler donc la crise terroriste dans laquelle aujourd'hui le Bénin se trouve plongé et qui se trouve presque dans une situation d'impasse, parce que difficilement le Bénin arrive à faire face à cette crise-là. On voit des attaques récurrentes, voilà, et qui endeuillent les populations. Voilà. Donc, du coup, voilà, en tout cas, c'est ce que je peux dire là. Les 2 défis qu'il va falloir régler au plan interne, la décrispation politique, l'ouverture politique, et renouer le dialogue avec les États de l'AES, surtout avec le Niger qui aujourd'hui a fermé ses frontières. Et c'est un coup que le Bénin prend sur le plan économique, parce que quand même le Niger était quand même un pays quand même dans les relations économiques, voilà, avec le Bénin quand même profite plus au Bénin. Donc j'imagine que l'économie béninoise a pris un coup dès lors que le Niger a fermé ici ses frontières. Donc il doit travailler ici à normaliser les relations entre le Bénin et les États de l'AES dans l'intérêt donc du peuple béninois. D'accord, docteur Iboudo, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que docteur Loupépé vient de ressortir, mais le premier point c'est la question de la normalisation et l'apaisement des relations avec les voisins. Il dit c'est possible, mais quand on écoute aussi la partie nigérienne, je pense qu'il y a un ministre qui s'est déjà exprimé un peu là-dessus, c'est la question des présences qui avait été longuement, on va dire, critiquée par la partie nigérienne, notamment présence française. Ça pose un énorme problème. Est-ce que même le discours seul pourra suffire? Merci. Non, je pense que l'existence des désaccords, en fait, là même, c'est ça qui fonde le besoin des négociations et du partenariat. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue pour justement collaborer. Et moi, ce que j'apprécie, ce qui me réjouit dans l'avènement du nouveau président, c'est déjà sa disponibilité, en tout cas. Il en donne l'impression d'échanger, de discuter avec ses voisins pour justement aplanir les points de vue et puis collaborer de façon saine. J'étais content quand j'ai appris qu'il y avait des délégations des pays de l'AES à la cérémonie d'investiture. Alors je suppose que cette présence est la conséquence d'une invitation. Voilà, donc c'est déjà quelque chose. Le fait de penser à nous inviter, c'est pour dire que le fait que nous on ait répondu favorablement, c'est vrai que ce n'est pas les chefs d'État qui sont partis, mais de fait déjà d'envoyer des délégations, c'est pour dire que nous ne fermons pas la porte à la collaboration. Si vous également vous ne la fermez pas, on va discuter, on verra quelles sont les concessions que chacun fera pour que les choses puissent aller de l'avant. Sinon, je partage effectivement son point de vue que le Bénin, à l'instar de tous les autres pays, personne ne peut vivre sans des collaborations franches avec les autres pays, surtout lorsque ce sont vos voisins. Et la situation qui se passe entre le Bénin et le Niger, la fermeture des frontières par exemple, n'est pas de nature à arranger le développement de chacun de ces pays-là. D'où le fait que, parce qu'il y a des oléoducs qui sont fermés, d'où la nécessité qu'on travaille à vraiment permettre aux gens de circuler librement et de faire des échanges économiques. Bon, maintenant pour son profil, c'est bien en tout cas, parce que je vois que il n'est pas... Bon, s'il était élu, c'est qu'il est politique, mais il est aussi technocrate. Et ça, c'est important. Il a les compétences, en tout cas, pour réussir, au regard de ce qu'on entend par-ci, par-là. Je crois en 2017, en 2018 et en 2020, il a été élu meilleur ministre des Finances d'Afrique. C'est pas rien. Donc, c'est pour dire que, au plan économique, quand même, il sait ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir justement la bonne foi et de travailler à l'ouverture, justement, des frontières et à la parfaite entente entre justement le Bénin et les pays de l'AES. Et pourquoi pas, peut-être que si cette entente est parfaite, le Bénin pourrait être justement cette courroie de transmission entre les deux blocs que je ne pense pas être imperméables, que sont justement l'AES et la CEDEAO. D'accord. Donc, je vais commencer d'abord par Lavidinaba. Oui. Non, sur le Bénin, ouais. Il faut dire que l'élection à la présidence
de Ouaddaï. Romuald Ouaddaï. Voilà, du président béninois Romuald Ouaddaï, que nous félicitons d'ailleurs. Et la présence des 3 ministres de la diplomatie au Bénin, suite certainement à l'invitation du Bénin, est déjà un acte élégant en matière de décrispation de la situation bénino-AES que nous vivions. Son prédécesseur, pour ne pas le rappeler, n'a pas su travailler, en tout cas, à planir les rapports. Voilà. Et donc, face à cela, on peut dire que c'est un nouveau départ que le Bénin veut donner. Mais rapidement, le véritable nouveau départ que le Bénin doit se donner sous justement la présidence de Ouaddaï, c'est de se décoloniser lui-même. Le camarade docteur l'a dit, il faut qu'il travaille à sa souveraineté. Quels sont les éléments de non-souveraineté pour vous? Parce que quand aujourd'hui nous avons des bases militaires françaises au Bénin, pour nous trouvons qu'il y a un problème. Ce sont des choix de coopération aussi militaires. Voilà, ces choix de coopération dans le giron justement français qui nous a montré à profusion les résultats de ce choix de coopération avec la France militaire et politique, qui a par conséquence déstructuré nos propres États, qui a encouragé le terrorisme au Sahel, ne peut pas justement favoriser la durabilité des rapports, en tout cas des bons rapports entre le Bénin et l'AES, dont le signal a été donné par l'invitation justement de l'AES à son investissement. Là-dessus, je vous relance. Quand on prend le cas du Ghana, le Ghana a signé un grand projet, notamment avec l'Union européenne, il n'y a pas longtemps, avec les États-Unis pareillement. Je parle de projet militaire sur les questions de terrorisme, mais ça n'empêche pas que le Ghana soit regardé comme le Bénin l'a été sous talon. Oui, bien qu'il faut faire une différence entre justement l'ancrage de la souveraineté au niveau du Ghana, quand on regarde le processus justement de leur libération avec l'Angleterre, et sous John Jerry Rawlings et tout, il faut dire que l'architecture étatique est véritablement tournée au niveau du Ghana est autocentrée. Et donc, toute collaboration est une collaboration d'égal à égal avec justement le pays, l'autre pays. Donc toute collaboration bilatérale est une collaboration qui va dans l'intérêt justement des peuples. Mais ici, nous avons encore le maître colon dont nous connaissons véritablement ses ambitions dans ce giron. C'est ça qui est tout à fait je vois Ali Nana qui s'impatiente, il veut pas. On est pratiquement à la fin, donc je vais vous donner 2 minutes sur cette question béninoise là. Non, je crois que le président béninois, le nouveau président, très jeune, issu des finances, du monde des finances et de la finance internationale, si vous décortiquez son discours ou vous désarticulez son discours, c'est construit sur 3 éléments. Les enjeux peuvent être classés à 3 niveaux. Les enjeux économiques, les enjeux politiques ou géostratégiques, et puis voilà, les enjeux culturels, et voilà. Et je crois que si vous prenez les enjeux économiques, vous savez, le panier de la ménagère au Bénin est en train de chuter de façon substantielle sous talon. De
Les justificatifs qu'on utilisait, c'est que voilà, l'argent était orienté dans les investissements structurels ou bien en tout cas des réformes structurelles à long terme et que bientôt à long terme les retombées allaient venir. Donc aujourd'hui, il faut résoudre la question du pouvoir d'achat du Béninois. Et ça, c'est indéniable. Il a été clair là-dessus. Il dit qu'on ne peut pas développer, on ne peut pas parler de développement tant que dans chaque ménage, on ne trouve pas une retombée, en tout cas une redistribution de la croissance du développement. Premier élément sur le plan économique. Deuxième élément, c'est sur le plan politique géostratégique. Mes devanciers l'ont dit. En réalité, il s'agit pour le Bénin, politiquement, parce qu'ils ont une tradition politique de négociation ou de conciliation. Parce que, vous savez, depuis l'ouverture de la conférence nationale souveraine en 1991 à Cotonou, le Bénin a une tradition de négociation. Et vous savez, l'élection présidentielle passée a mis en touche un parti important, comme il est dit, les démocrates, qui pouvaient effectivement changer la donne par rapport à ces élections s'ils étaient invités. Maintenant, ils ont été mis de côté pour question de parrainage, même si c'est une raison jugée superflue. Donc, il faut que le Bénin s'asseye sur le plan politique. Le nouveau président s'asseye avec les acteurs politiques, les dinosaures, parce qu'il existe des dinosaures politiques au Bénin aujourd'hui, qui pour un oui ou pour un non peuvent effectivement chambouler l'orientation politique. Donc il faut une cohésion, il faut une réconciliation, il faut une entente entre les acteurs politiques, comme il a dit. Le troisième élément, c'est la géostratégie. Vous savez, le Bénin et le Togo sont ce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont. Une traditionnelle rivalité, une rivalité économique, politique souvent tendue, mais qu'il faut aussi essayer d'arrondir les angles. Il faut que le Bénin travaille aujourd'hui à garantir son port. Parce que le port aujourd'hui, les sources et les contributions douanières du port de Cotonou au budget national sont immenses. Donc il faut travailler non seulement à être en relation, en bon terme avec l'AES et surtout détrôner, parce que Lomé est en train de se transformer en plaque tournante dans la sous-région. Donc il faut que le Bénin s'ouvre davantage au pays de l'AES pour essayer de capter, surtout avec l'ouverture de la frontière du Niger, pour essayer de capter ce qui peut effectivement contribuer à développer. On l'a entendu, Romuald Wadani a été assez clair, c'est les questions économiques qui venaient en premier, avec réduction de la pauvreté et des disparités qu'il y avait, et évidemment la question du renforcement, on va dire, la question géopolitique, avec une réponse à l'aspect sécuritaire. En tout cas, merci, parce qu'on est déjà à la fin, je suis en train de déborder. La question de l'emploi. Je suis en train de déborder. On va avoir le temps de pouvoir apprécier toutes ces choses-là. En tout cas, il faut qu'il pense à ça, l'emploi des jeunes. Il va y passer, ça c'est sûr. Dans tous les cas, merci à vous. En tout cas, merci Dr. Lopépin d'être passé. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au CNRST. Merci aussi à vous d'être passé, Dr Parfait Goudou. Vous êtes écrivain et critique littéraire. Merci à Alinana d'être passé. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci à vous, l'abbé Dinaba, d'être passé, porte-parole du mouvement Face aux causes et porte-parole de la CNAVC Kadiogo. Ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir et puis de passer ce temps de débat et donc de décryptage. Le débat peut se poursuivre là où vous êtes et nous allons ici maintenant prendre congé de vous pour ce qui est de ce JDS en espérant vous avoir encore dimanche prochain et d'ici là le souhait, portons-nous bien.